L'invité régional, Michel Picard. L'association Drepaland, récompensée pour son engagement dans la lutte contre les maladies rares et chroniques comme la drépanocytose. C'est la première maladie génétique en France et dans le monde. Bonjour Emmanuelle Chodfona. Bonjour Michel. Vous êtes présidente et fondatrice de Drepaland, donc basée à Lille. Alors on va d'abord être très simple. Qu'est-ce que la drépanocytose ? Alors la drépanocytose, comme vous l'avez bien dit, c'est la première maladie génétique en France et dans le monde. Mais quand on dit ça, en fait, on n'a rien dit, parce que c'est une maladie qui va toucher les globules rouges. Alors les globules rouges, tout le monde le sait, ce sont des globules qui vont transporter l'oxygène dans le sang. Ils sont de forme circulaire et ils ont une couleur rouge. Et cette couleur rouge, elle est due à l'hémoglobine, qui est un pigment. Et dans la drépanocytose, en fait, cette hémoglobine qui est censée, en fait, capter l'oxygène au sein des globules rouges et la porter du coup à l'ensemble des organes, elle va avoir la capacité de se déformer. Et les conséquences vont être terribles pour le patient parce que le globule, il ne sera plus de forme arrondie, mais il va être en forme de croissant lunaire, il va être fragile, il va se casser. Chez une personne normale, la durée de vie d'un globule rouge est de 100 jours. Chez une personne drépanocytaire, elle sera de 20 jours, ce qui a des conséquences sur tout l'organisme. Vous dites que les conséquences sont terribles. Quelles sont-elles ? Alors, les conséquences, déjà, ça va être la mauvaise oxygénation du patient. Donc, il va y avoir une anémie chronique. Mais au-delà de ça, il va y avoir des douleurs terribles parce qu'un organe qui n'a pas d'oxygène, c'est un organe qui se nécrose, c'est-à-dire c'est un organe qui meurt. Et ça va être au niveau notamment une atteinte au niveau des yeux, une atteinte au niveau des os avec la nécrose des os. Mais c'est également la première cause, en fait, d'AVC chez les enfants de moins de 5 ans et chez le jeune adulte, avec des conséquences qui restent assez dramatiques pour le patient et sa famille. Alors on va revenir un peu plus en détail sur ces réalités, mais qu'est-ce que Drepaland et quelle est sa mission ? Comment ça fonctionne ? Alors, Drepaland est venu d'une histoire personnelle. C'est parce que moi, en tant que patiente drépanocytaire, je me suis rendu compte que j'avais eu énormément de chance de tomber sur des super professionnels de santé, d'habiter à côté de centres experts. Et j'ai aussi eu des expériences très compliquées. Et des fois, je me suis dit que c'était pas de chance, tout simplement. Et je me suis rendu compte que ce pas de chance, c'était l'histoire de beaucoup de patients drépanocytaires qui, des fois, font face à des conditions de prise en charge difficiles. Donc, avec Drepaland, ce qu'on veut, c'est diffuser les bonnes pratiques de prise en charge de la maladie drépanocytaire qui sont au sein des centres experts à l'ensemble des personnes concernées par la drépanocytose et en particulier par le patient pour lui permettre d'être un patient acteur et d'être vraiment force de proposition dans sa prise en charge. Qu'est-ce que vous allez faire du prix de 10 000 € qui accompagne la récompense de Prevent to Care ? Alors, avec ce prix, on le prend avec beaucoup d'humilité et ce prix nous engage et souligne en fait les lacunes qu'il y a en quelque sorte sur la prise en charge de la maladie drépanocytaire. Avec un focus en particulier sur la prise en charge aux urgences, la drépanocytose, en fait, le patient doit être soulagé en 30 minutes lorsqu'il fait des crises douloureuses qui sont aussi intenses, en fait, qu'un accouchement sans péridurale. Avec ce prix... Les crises sont aussi intenses qu'un accouchement sans péridurale ? Oui, en termes d'intensité. Mais est-ce que le personnel hospitalier connaît suffisamment cette maladie ? Justement, dans les centres, en fait, qui ont l'habitude de gérer des patients drépanocytaires, qui ont mis en place des protocoles spécifiques, l'ensemble du personnel, en fait, va être formé à cette connaissance. Mais ce n'est pas le cas dans les autres établissements et tous les patients, malheureusement, n'habitent pas à côté des établissements de centres experts. Donc, avec ce prix-là, ce qu'on veut, c'est démocratiser cette connaissance autour de la prise en charge du patient drépanocytaire en situation d'urgence et en particulier sur la prise en charge de cette douleur qui est très intense. Vous l'avez dit rapidement, mais vous êtes vous-même atteinte de drépanocytose. C'est aussi pour ça que vous êtes évidemment engagée dans ce combat. De quelle manière ça se traduit ? Parce que, pardon, c'est invisible. C'est ça le drame avec la maladie drépanocytaire, c'est que ça touche d'une part les jeunes enfants, parce qu'en fait, déjà, c'est une maladie génétique quand on est drépanocytaire parce que les deux parents ont transmis une anomalie génétique à l'enfant. Donc, c'est pas quelque chose de contagieux ou qui va s'attraper au cours de la vie. On est drépanocytaire. Et on a l'air bien portant, en pleine forme. Et lorsqu'on va arriver aux urgences d'un hôpital, on ne suscite pas d'empathie, en fait, parce qu'on n'arrive pas avec un os cassé ou avec une brûlure du 3e degré. On a l'air normaux et on dit qu'on a très, 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 très mal. Donc, c'est vraiment ça le drame de cette maladie. Et elle est invisible. C'est un handicap invisible, comme beaucoup d'handicaps. Et malheureusement, lorsqu'on n'a pas la connaissance
de cet handicap invisible, malheureusement, on va être amené à ne pas prendre le patient en charge avec toute la dignité qui se doit. Mais vous êtes en forme. Alors, je parais en forme. La drépanocytose, elle va se manifester. C'est quelque chose qui se passe tous les jours. Je vous ai dit, les globules rouges, ils prennent cette forme de croissant lunaire, ils vont se casser. Donc, des fois, ils vont beaucoup se casser en grande quantité. Ça va me conduire à des crises très, très douloureuses qu'il faudra prendre en charge rapidement. Mais au quotidien, ils se cassent et donc dans les petits vaisseaux, en fait, ils vont boucher des micro-vaisseaux et donc du coup, je vais avoir des atteintes au niveau des os, donc des os qui vont nécroser. On peut avoir des atteintes au niveau de la vue parce qu'en fait, les vaisseaux dans la rétine, en fait, vont se boucher et du coup, ça va créer une néovascularisation, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres vaisseaux qui vont se créer de manière très désordonnée dans la rétine et ça peut conduire à un décollement de la rétine, donc à une cécité. Cette maladie du sang touche plus de 500 naissances par an en France. On estime à 30 000 le nombre de personnes qui vivent dans le pays avec cette maladie héréditaire. C'est aussi la première maladie génétique dans le monde. Mais géographiquement, eh bien, les populations ne sont pas toutes égales. Pourquoi ? D'où est-ce qu'elle vient ? Où est-ce qu'elle trouve son cœur finalement ? Alors, l'histoire de la drépanocytose est en quelque sorte assez merveilleuse, entre guillemets, parce qu'on a identifié qu'aujourd'hui, cette mutation génétique est apparue il y a un peu plus de 7000 années. Et il se trouve qu'elle a persisté, en fait, dans les zones où il y a une forte présence de paludisme. Le paludisme qui est un parasite qui conduit à des conséquences assez graves. Et donc, aujourd'hui, si on regarde le globe en termes de répartition de la population des patients drépanocytaires, 50% se trouve en Afrique, 50% se trouve en Inde et le reste, en fait, va se retrouver dans la Méditerranée, notamment en Europe et également aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que l'origine des personnes atteintes participe au fait que finalement cette maladie soit très peu connue ? C'est une grande question parce que cette maladie, elle a été clairement identifiée dès 1905 et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a aucun traitement curatif accessible et abordable. Alors, comment est-ce qu'on pourrait accélérer finalement la prise en charge, les inégalités face au traitement ? Déjà, ce serait en termes de dotation financière. Aujourd'hui, la drépanocytose, elle touche à l'échelle globale en Afrique environ 8 millions de patients. Si on compare, il ne faut pas souvent se comparer dans la santé, mais là, je vais le faire. Si on se compare, par exemple, au VIH, il y a 3 fois plus de patients qui sont atteints du VIH en Afrique. La drépanocytose, 8 millions de patients. En termes de dotation monétaire au niveau international, c'est quelques centaines de milliers d'euros par an. Le VIH, c'est plusieurs milliards de dollars tous les ans. Donc, on voit déjà qu'en termes d'investissement financier, on ne joue pas du tout dans la même cour. Comment vous l'expliquez ? Je n'ai pas d'explication à ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui est beaucoup restée dans la sphère pédiatrique, malheureusement, parce que les patients n'atteignaient pas l'âge adulte. Aujourd'hui, un médecin me disait qu'on est c'est la première fois de l'histoire où le nombre de patients adultes porteurs de la drépanocytose va dépasser le nombre d'enfants. Donc, est-ce que c'est parce que les enfants, en fait, mouraient avant et n'atteignaient pas cet âge adulte pour porter la voie de la drépanocytose? Je n'en sais rien. L'association Drépaland vient donc d'être récompensée pour son engagement dans la lutte contre les maladies rares et chroniques comme la drépanocytose, première maladie génétique en France et dans le monde. À cette occasion, Emmanuelle Schottfona, présidente et fondatrice de Drépaland, est l'invitée d'RCF Hauts-de-France. Une interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Vous abordez à l'instant le fait que c'était jusque-là très pédiatrique et puis finalement l'âge avance. Est-ce à dire que l'espérance de vie des porteurs de drépanocytose évolue ? Oui, elle évolue. Des médecins en fait qui ont pris en charge les patients dans les années 70-80 vous diront qu'on a fait une grande avancée parce qu'avant il était dit qu'un enfant drépanocytaire ne dépassait pas l'âge de 13 ans. Mais elle évolue avec disparité, c'est-à-dire qu'en Occident, cette espérance de vie va évoluer. On n'a pas rattrapé le gap avec l'expérience normale. On est aujourd'hui autour de 50-60 ans avec quand même des survenues de complications importantes. Mais il faut savoir que lorsqu'un patient n'est pas diagnostiqué dès la naissance et qu'il n'est pas pris en charge tout de suite et qu'il n'y a pas un vrai parcours de soins qui est pris en charge, malheureusement, dans les zones où il y a moins d'options en termes d'hôpitaux,
les enfants 90% des enfants vont décéder avant l'âge adulte. Pardon de la question, mais ça veut dire que concrètement, vous êtes concerné? Est-ce que vous êtes effrayé ou est-ce que vous êtes suivi suffisamment pour que cette espérance de vie dont vous venez à l'instant d'évoquer le 40, 50 ans, eh bien, vous effraie ou non? C'est une très bonne question. Cette espérance de vie qui est courte, comment est-ce que je la vis? D'une part, je n'y pense pas parce que, comme mes médecins, je les ai souvent titillés un peu sur la question. Chaque fois, ils m'ont répondu, vous savez, oui, certes, l'expérience de vie, c'est un chiffre, mais finalement, n'importe qui peut mourir de n'importe quoi à n'importe quel moment. Et au-delà de, il faut pas se focuser, sur cette espérance de vie, mais c'est plus se dire, finalement, par rapport aux années que j'ai, comment est-ce que je les vis bien, comment est-ce que je les capitalise bien, et pour ça, on a clairement besoin d'avoir la science avec nous et derrière nous. Alors justement, comment vous les vivez bien, c'est aussi un podcast, parce que Drepaland, c'est beaucoup de choses, mais cette sensibilisation, elle passe aussi par un podcast. Racontez-nous de quoi il s'agit. Alors, dans ce podcast, l'objectif, comme je le disais, c'est de diffuser les bonnes pratiques de prise en charge de la drépanocytose. Et donc, le jeu, il est très simple. Ce sont des médecins qui sont experts dans la maladie que je vais interviewer. Et je vais les interviewer sur des aspects très spécifiques de la maladie. On va parler des origines de la maladie, on va parler de la prise en charge, des traitements actuels, des traitements futurs, mais également de toutes les actions qu'on peut mettre au-delà du soin médical pour qu'un patient drépanocytaire puisse complètement s'épanouir. Parce que la drépanocytose, je vous disais tout à l'heure que ce sont des crises très douloureuses, donc des crises qui nécessitent une hospitalisation de plusieurs jours. Et chez les patients, ce sont des hospitalisations qui vont être entre 4 et 10 fois sur une même année. Donc, ce qui va causer de l'absentéisme scolaire, mais également de l'absentéisme au niveau du boulot. Pour les parents qui ont un enfant drépanocytaire, eux aussi vont en subir les conséquences. Donc, c'est comment acculturer, en fait, toutes les personnes qui vont graviter autour de personnes qui sont touchées par la drépanocytose, de manière à ce qu'il puisse y avoir des initiatives locales qui vont avoir un vrai impact dans le quotidien du patient et dans son mode de vie. Alors, ce podcast, c'est pas seulement un question-réponse avec des médecins, comme on pourrait l'imaginer après ce que vous venez de dire. C'est aussi une part de vous que vous livrez et, par exemple, je pense juste à la difficulté entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est un vrai challenge parce que la drépanocytose, ça va clairement impacter et il faut avoir un côté un peu égoïste, clairement, si on veut survivre face à cette maladie. Or, en tant que maman, mère d'enfant, on est tiraillé entre son rôle de mère et la casquette de patiente où des fois, il faut savoir prendre soin de soi et refuser de sortir ou d'accompagner ses enfants. Donc oui, des fois, ce sont des décisions assez douloureuses à prendre, mais qu'on est obligé de prendre parce qu'on sait que ça peut nous éviter une hospitalisation ou des complications très graves. Vous avez 3 enfants, dont des jumeaux, hein, si je ne me trompe pas. Il se pose aussi, au fond, dans le podcast, la question de la nécessité de la prise en charge d'une santé plus équitable et plus transparente. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que, ces prises en charge soient et davantage connues et davantage assumées par la société ? C'est déjà une connaissance de la maladie en soi, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la drépanocytose, c'est un peu plus de 500 patients, récemment plus de 600 patients qui naissent tous les ans en France. Il ne faut pas se comparer, mais à titre de comparaison, en fait, c'est 2 fois plus que la mycophycidose. Or, si on fait un micro-trottoir aujourd'hui, en demandant qu'est-ce que la mycophycidose et qu'est-ce que la drépanocytose, je suis sûre que les gens en sauront plus sur la mycophycidose, ne serait-ce que le nom versus la drépanocytose. Donc, je pense que déjà une connaissance plus générale de cette maladie auprès des décideurs nous aiderait clairement. Quelles sont les solutions envisagées? Quelles sont les pistes médicales? Les pistes médicales pour soulager la douleur, pour allonger l'espérance de vie, pour un mieux vivre finalement. Alors, la drépanocytose, c'est une prise en charge globale. Longtemps, elle a souvent été cantonnée juste à un simple problème d'anémie, donc de manque de sang, et on se rend compte que finalement, ça touche l'ensemble en fait du corps. Donc, ne serait-ce que l'enseignement en fait dans le corpus médical, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est une maladie qui reste encore assez confidentielle, et malheureusement, l'ensemble des professionnels de santé qui suivent un parcours très intensif n'ont pas forcément un corpus complet sur la prise en charge de la maladie drépanocytose. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des manques dans la formation des futurs personnels médicaux ?
Oui, ce que je dis, c'est que la drépanocytose n'est pas un chapitre entier dans la formation du personnel médical. Et ça, que ce soit sur toute la chaîne, que ce soit du médecin ou de l'infirmière ou du kinésithérapeute, ce n'est pas un chapitre entier dans la formation. Donc, ne serait-ce que ça aiderait. Mais ensuite, il y a les fonds qu'on met à disposition pour cette maladie. Ce sont des fonds qui ne permettent aujourd'hui pas une démocratisation en fait de sa connaissance, de sa prise en charge et des aménagements spécifiques pour les patients drépanocytaires. Depuis que vous avez été primé par le Prevent to Care, est-ce que ça prend? Est-ce que les gens s'intéressent? Est-ce que certains vous disent ah oui, on ne connaissait pas, venez nous en parler? Est-ce qu'il y a une effervescence? Oui, il y a une effervescence et ça me touche énormément et je me rends compte que finalement ce qu'on fait dans le podcast avec les médecins qui m'accompagnent n'est pas vain et qu'il y a vraiment du travail. Oui, il y a une effervescence sur cette maladie où les gens sont surpris finalement de se dire c'est la première maladie génétique en France, c'est la première maladie génétique au monde, première cause d'AVC chez les enfants de moins de 5 ans et chez le jeune adulte et pourtant je n'en ai jamais entendu parler. Comment ça se fait? Première cause d'AVC chez l'enfant de moins de 5 ans. Oui. Vous le dites comme ça, mais c'est fou qu'on ne le sache pas. Si certains nous écoutent et se disent « ça ne me concerne pas, je ne me sens pas concerné », qu'est-ce que vous dites? Alors, ce que je réponds, c'est que paradoxalement, c'est le gène en fait drépanocytaire, c'est le gène qui est en augmentation de transmission. C'est-à-dire que si on revient un peu à la transmission de cette maladie, je vous ai dit tout à l'heure, il faut que les deux parents transmettent quelque chose en fait d'anormal à l'enfant. Je vais pas rentrer dans le détail technique. Donc, sauf que ces parents-là qui vont transmettre quelque chose d'anormal à l'enfant, des fois, eux, ils sont pas au fait qu'ils ont ce gène, ce trait S, en fait. Eux, ils sont bien portants. Et la drépanocytose, en fait, ce trait S, du coup, est en augmentation. Donc, finalement, dans les années futures, n'importe qui, en fait, pourra être touché. Et lorsqu'on dit « ça ne me concerne pas », je suis d'un avis plutôt assez différent parce que je me dis première cause d'AVC chez des enfants de moins de 5 ans avec un taux de mortalité dans les pays en voie de développement qui est de 90%. Mais finalement, ce sont des talents qu'on arrache en fait à la terre et que si on veut un avenir meilleur, il faut que tous les talents puissent y contribuer. Donc, quelque part, nous sommes tous concernés. Voilà un beau message d'espérance. Emmanuelle Schott-Feunat, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions en direct. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de Drépaland, une association qui est basée ici dans la région, à Lille. Pour plus d'infos, où est-ce qu'on va ? Sur le site internet www.drepaland.com et les podcasts sont accessibles en libre écoute sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir pris le temps de venir. Merci beaucoup pour votre invitation.